centre de secours d'urgence de Nzianois, désormais fonctionnel. Il a été inauguré par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est un don de la Fondation Petrosi. Cinq nouveaux juges pour la Cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les chirurgiens recommandent la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle au cours de la 5e conférence annuelle du Collège ouest africain. Et puis, la Journée mondiale des consommateurs est célébrée demain dimanche. Le thème retenu cette année est le droit du consommateur à une alimentation saine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. L'invité de la page culture n'est pas un inconnu. Il s'agit du professeur Toby Emmanuel, poète, dramaturge, qui vient nous présenter sa dernière œuvre intitulée Salomé. Bonsoir, professeur. Merci d'être là. Bonsoir, merci. La page culture, c'est dans une vingtaine de minutes. La commission de la réforme fiscale a été reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 70 mesures ont été proposées au chef du gouvernement pour réformer le système fiscal afin de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Compte rendu, Alexis Ouedraogo. Le système fiscal ivoirien ne produit pas à ce jour les ressources à la hauteur de son potentiel. Selon les experts, des volets à fort potentiel du dispositif fiscal tels que l'impôt foncier et la TVA restent encore non optimisés. Il faut faire en sorte que le rendement soit plus important et que la lutte contre la fraude, qui doit être l'affaire de tous, y compris de simples citoyens, puisse avoir des gains pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a donc besoin de rationalisation. Les propositions d'environ 70 mesures contenues dans le rapport intitulé « Réformer le système fiscal et douanier pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire » visent un double objectif, renforcer la performance du système fiscal et la compétitivité tout en suscitant l'attractivité des entreprises. Les entreprises se plaignent de la lourdeur des procédures et souvent du niveau élevé de certains taux de prélèvement. La TVA, la BIC, qui sont à des taux légèrement au-dessus de ceux pratiqués dans certains pays. Donc il fallait imaginer des mesures qui permettent d'aller un peu plus bas afin que le secteur soit allégé et pour évoluer dans un cadre serein, dans un cadre compétitif. Autre point qui devrait ravir le secteur privé, le rapport propose l'instauration d'une fiscalité douce au profit du secteur moderne et un autre régime fiscal spécifique aux PME. Daniel Kablan-Duncan a assuré que tout serait mis en œuvre pour garantir un climat des affaires doux et attractif dans le pays. 5 nouveaux juges pour la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est l'une des décisions de la 38e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ce Conseil des ministres qui a clos ses travaux hier vendredi. Léon Brou. D'ici à juin 2015, les investisseurs potentiels pourront choisir de l'étranger leurs éventuels partenaires dans l'espace OHADA, la solution numérique de registre de commerce et de crédit immobilier initiée par l'institution pour répertorier les sociétés exerçant dans les 17 États membres, connaît une évolution significative. Révélation de la 38e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA. Nos États ont décidé qu'il faut informatiser le registre du commerce. Et ça, c'est un travail qui est très avancé maintenant, avec un financement Banque mondiale. Et nous pensons peut-être qu'ici, à Abidjan, au mois de juin prochain, on pourra faire une première démonstration de ce que ce système est maintenant disponible pour les États membres de l'OHADA. Outre cette bonne nouvelle, les 2 jours de travaux à Abidjan ont permis l'adoption du budget de l'OHADA, plus de 8,7 milliards de francs CFA, et c'est le budget 2014 de l'organisation ajusté pour prendre en compte le renforcement de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Sur les 5 nouveaux juges élus, 4 vont étoffer le personnel et le 5e va remplacer un ancien juge en fin de mandat. Pour le président du Conseil des ministres, l'Ivoirien Gnedema Mamadou Koulibaly, les décisions de la 38e session extraordinaire, en plus de refléter sa maturité, sont importantes pour la vie de l'OHADA. Désormais, nous ne fonctionnerons plus par 12e provisoire. Nous avons les moyens de satisfaire les attentes
des opérateurs économiques qui sollicitent notre Cour commune de justice et d'arbitrage parce que l'effectif a augmenté. Et nous espérons que tout cela va se traduire par une croissance de notre économie et par un environnement économique beaucoup plus attractif pour nos pays, les 17 qui forment l'OHADA. Les 5 nouveaux juges élus à cette 38e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA sont des ressortissants de 5 États membres: Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Gabon. Et je vous l'annonçais dans les titres, c'est un véritable soulagement pour les usagers de l'autoroute. Le centre de secours d'urgence de Zianois est désormais opérationnel. Situé à 120 km d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoa, ce centre a pour rôle de porter assistance aux accidentés de la route. C'est un don de la Fondation Petrosi d'une valeur de 7,5 milliards de francs CFA, entièrement financé par cette structure et offerte à l'État de Côte d'Ivoire. Ce centre de secours d'urgence est bâti sur une superficie de 15 hectares. Il a été inauguré ce matin par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Reportage Mamadou Kwasi. Après 16 mois de travaux, le centre de secours d'urgence de Nzianoua est opérationnel. Situé à 120 km des villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoa, il va permettre l'assistance et la prise en charge des blessés de la route. Une grande première en Côte d'Ivoire, suscitée par les nombreux accidents enregistrés sur l'autoroute du Nord. 4000 par an, selon l'OSER. Ce centre de secours d'urgence est un don de la Fondation Petrosi pour faire profiter à la population les bénéfices de l'énergie, selon le ministre de tutelle. Andaman Tounkara soutient que ce centre de secours d'urgence est l'un des plus performants de la sous-région, au regard des moyens dont il dispose. Le centre de secours d'urgence Petrosi de Zianoua pourra assurer simultanément au moins 4 départs en intervention. Un départ pour une mission de lutte contre l'incendie, 2 départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un départ en intervention d'urgence pour la lutte contre les incendies, les secours médicalisés à victimes, l'assistance à personnes et le sauvetage, l'intervention aquatique et même subaquatique. 7,5 milliards de francs CFA, coût de cette première partie du projet consacré essentiellement au secours des blessés. La gestion de ce centre est assurée par l'Office national de la protection civile et une équipe de 40 sapeurs-pompiers militaires. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan exige des secouristes la conscience professionnelle. Conformément à votre devise qui est « sauver ou périr », vous êtes avec les personnes de la santé, celles et ceux par qui de nombreuses vies sont et seront sauvées sur nos routes. Bravo. Je voudrais souligner, et vous le savez bien, sur le fait que dans l'exercice de vos missions de secours, le temps d'intervention est une donnée essentielle. Après un accident de circulation, si vous arrivez à temps, le pire est évité. Si vous arrivez trop tard, l'irrémédiable se produit. Pour la seconde phase du projet d'un montant de 8,7 milliards de francs CFA, le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner la Fondation Petrosi. Il s'agit de faire du centre de secours d'urgence de Zianoua une référence dans toute la sous-région. La 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens a pris fin à l'issue de cette rencontre qui a vu la participation de nombreux chirurgiens de la sous-région. Ces praticiens ont fait des recommandations, notamment la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle pour une plus grande accessibilité des patients aux soins chirurgicaux et obstétricaux. Un des faits marquants de cette rencontre a été la passation de charge au poste de président du collège. Après 4 années passées à la tête du Collège ouest-africain des chirurgiens, le professeur Hervé Nyani Angaté passe le flambeau à son collègue nigérien, le professeur Omigbodoun Akenyika. C'était à la clôture de la 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Cette conférence a réuni ici à Abidjan plus de 1500 chirurgiens venus de 15 pays de la sous-région. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Nous avons largement discuté du thème du congrès qui est la santé, la chirurgie et le développement. Chirurgie, santé, développement, c'était en fait le thème principal. Et il y a eu aussi un engouement pour les différentes sessions scientifiques. À l'issue de cette rencontre marquée par des conférences, des sessions spéciales, des symposiums, des communications et des réunions de facultés,
ainsi que des visites des structures hospitalières, les participants ont fait de nombreuses recommandations. Entre autres, la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle pour une plus grande accessibilité des patients aux soins chirurgicaux et obstétricaux et la vulgarisation de la démarche qualité et de sécurité des patients dans le cadre de la chirurgie et de l'anesthésie-réanimation. C'était un reportage de Herman Niamien. On reste au chapitre santé. Les autorités ivoiriennes ont initié un vaste programme de réhabilitation des structures sanitaires. Après les CHU de Cocody et de Trècheville, c'est au tour du CHU de Yopougon de bénéficier de travaux de rénovation d'un coût total de 40 milliards de nos francs. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a fait le point des études réalisées avant le démarrage des travaux en septembre prochain. Le point avec Konaté Moussa. Le CHU de Yopougon bientôt réhabilité. L'édifice sanitaire ouvert depuis 1990, soit 25 ans d'existence, n'a jamais bénéficié de projet de rénovation. Et pour ce faire, l'expertise du groupe CETAO Bouygues est sollicitée. Avant le démarrage des travaux, une rencontre avec les autorités ivoiriennes pour faire le point des études effectuées. Nous avons fait un point ce jour avec Madame la ministre pour lui rendre compte de l'état d'avancement des études. Ces études qu'on appelle APS, avant-projet sommaire, seront terminées à la fin du mois d'avril prochain. Et nous enchaînerons rapidement après avec les études d'avant-projet détaillées afin qu'on puisse démarrer les travaux significatifs de ce CHU. Un projet de restructuration d'un montant total de 40 milliards de francs CFA qui permettra d'accroître la capacité des services d'accueil de l'institution sanitaire. J'ai eu les réponses fournies par le groupe CETAO et tous les spécialistes ici présents sur la nouvelle version, n'est-ce pas, des différents services des urgences qui seront décentralisés. Aujourd'hui, on aura un service des urgences des pédiatries, on aura un service des urgences de gynéco-obstétrique et autres. Et je pense que cela est très important dans cette nouvelle vision du CHU de Yopougon. L'État ivoirien a initié un vaste programme de réhabilitation des édifices sanitaires afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Les travaux aux urgences du CHU de Trècheville sont déjà achevés. Ceux des urgences du CHU de Cocody prendront fin ce mois de mars. Quant au CHU de Yopougon, les travaux vont démarrer en septembre prochain. Demain dimanche 15 mars est célébrée la Journée mondiale des droits des consommateurs. En prélude à cette célébration, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a livré la déclaration du gouvernement. Le thème retenu cette année est le droit du consommateur à une alimentation saine. Herman Niamia. L'alimentation de mauvaise qualité contribue à plus de 11 millions de décès par an et représente désormais le premier facteur de risque de décès dans le monde. Les maladies et handicaps prématurés causés par des pathologies liées à l'alimentation appauvrissent les familles, réduisent la productivité et provoquent la faillite des systèmes de santé. À elle seule, l'obésité coûte environ 2 000 milliards de dollars par an, soit environ 2,8% du PIB mondial. Pour cette journée mondiale des droits des consommateurs qui sera célébrée ce dimanche 15 mars, Consumer International a choisi comme thème le droit du consommateur à une alimentation saine. Les consommateurs ont non seulement droit à l'alimentation, mais aussi et surtout à une alimentation saine. Ainsi, pour marquer cette journée des consommateurs, ce dimanche 15 mars, les organisations de consommateurs du monde entier feront pression pour que le droit des consommateurs à une alimentation saine soit respecté. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait de l'alimentation des Ivoiriens sa priorité et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME veille à l'approvisionnement du marché en biens et services de bonne qualité. Chers consommateurs, sachez que le gouvernement et les consommateurs forment ensemble un binôme, que nous pouvons aller plus loin dans notre lutte commune qui consiste à garantir aux consommateurs une alimentation saine en travaillant ensemble. Le gouvernement, dans la mise en œuvre de ces actions, compte sur les associations de consommateurs qui disposent non seulement des relais sur toute l'étendue du territoire national pour dénoncer les contrebandiers et autres contrefacteurs, mais aussi d'outils technologiques. Cette réforme qui va réjouir les nouveaux retraités, la direction générale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État
veut assurer la continuité entre le dernier salaire d'activité et l'obtention de la première pension dès le mois suivant la mise à la retraite de l'agent. Elle a expliqué cette réforme au directeur des ressources humaines. Les détails avec Grace Kando. Un retraité est un fonctionnaire ou un agent de l'État ayant cessé toute activité professionnelle et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour percevoir sa première pension, le retraité devait attendre des mois, voire des années. Les responsables de la Caisse générale de retraite des agents de l'État SEGRAE veulent changer la donne, à savoir assurer la continuité entre le dernier salaire perçu pendant que l'agent est en activité et la première pension. Pour ce faire, une série de rencontres est initiée entre les directions des ressources humaines des ministères et des structures affiliées à la SEGRAE. Alléger les procédures, faire en sorte qu'il y ait une réduction drastique des délais d'attente entre le dernier salaire de service et le paiement de la première pension. Bon nombre de ces agents mourraient sans avoir touché une seule fois la pension de retraite. Alors qu'ils ont travaillé pendant des années, ils ont économisé, ils ont cotisé. Il est temps qu'à l'heure du départ à la retraite, ils puissent bénéficier aisément de cette pension de retraite. Cette rencontre a permis de présenter l'état des dossiers en instance en vue de trouver les voies et moyens d'un traitement diligent, les nouveaux circuits de traitement et les conditions de préparation des départs à la retraite. Et c'est le jeudi 12 mars que les autorités de Gagnoa ont choisi pour magnifier la femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire. À l'occasion, des femmes de Gagnoa ont été invitées à abandonner certaines pratiques traditionnelles et à se mettre au travail pour leur autonomisation. Reportage Thérèse Tapé-Yoboué. À Gagnoa, la place de la République a abrité la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Selon le directeur régional de la solidarité, la situation des femmes de la région du Go n'est certes pas reluisante, mais elles demeurent des femmes battantes. Pour preuve, 300 d'entre elles ont déjà bénéficié des fonds mis à leur disposition par le gouvernement à travers le ministère de la Solidarité. Mathurin Guignon n'a pas manqué de relever l'existence des rites de veuvage au cours desquels les veuves sont battues par d'autres femmes. La marraine de la cérémonie a pour sa part appelé ses sœurs au travail et à être des ambassadrices de paix et de cohésion sociale. Il y a aujourd'hui la place pour tout le monde, mais tout cela doit se faire avec passion, avec amour. Même si on vend la loco, on doit l'aimer. Quant au représentant du président du conseil régional du Go, il a salué les actions du couple présidentiel à l'endroit des femmes de Côte d'Ivoire, puis a sollicité au nom du président Didier Bagnon une visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Go. Mais nous pensons bien que sa venue ici peut faire bouger beaucoup de choses. D'abord, ça peut nous faire profiter des réalisations économiques qui sont faites, mais surtout, nous aurons à l'occasion la possibilité de lui parler ouvertement et de notre envie de paix. Valence Saoué Bizier a appelé les femmes à l'abnégation au travail pour se tracer un chemin dans la vie. La célébration officielle de la Journée internationale de la femme s'est déroulée le 8 mars dernier à San Pedro en présence du couple présidentiel. Rentrée politique des femmes républicaines ce samedi à la place Fig-Gayo de Yopougon. Engagement et détermination pour la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 était au centre de toutes les interventions. Le thème de cette rentrée politique était la réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Le reportage est signé Gabriel Zani. Les 6 prochains mois jusqu'en octobre seront déterminants pour le rassemblement des femmes républicaines. Elles devront user de tous les moyens pour faire gagner Alassane Ouattara au soir du scrutin présidentiel d'octobre. Joséphine Ouattara-Yéné, au nom de toutes les femmes du parti, a de ce fait formulé un engagement des plus solennels. Le RFR a jugé opportun d'organiser sa rentrée politique. Il s'agit pour nous de lancer un appel à la mobilisation de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour leur participation effective au scrutin présidentiel de 2015 en vue d'assurer la réélection du docteur Alassane Ouattara
au premier tour avec un fort taux de participation et une majorité écrasante. Dans une déclaration, la présidente du RFR a désigné le chef de l'État, Alassane Ouattara, comme le candidat des femmes à la présidentielle. La ministre Kabaniale s'en est réjouie et a salué la mobilisation des femmes. Nous les femmes, nous devrons prendre le devant. Prendre le devant en faisant du Congrès non pas une marée humaine, mais une marée féminine. D'accord pour que le président Ouattara continue de conduire la Côte d'Ivoire. Qu'il continue donc de tracer le destin des femmes de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, la femme occupe la première place dans son programme de gouvernement. Et c'est à juste titre qu'Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du parti, reconnaît que pour la victoire du RDR, le parti doit compter avec les femmes républicaines. Cette fête qui sera consacrée à la désignation de notre président comme notre candidat, nous attendons au moins 25 000 femmes de notre parti. Cette rentrée politique sonne la mobilisation des femmes républicaines. Elle est le premier axe du plan stratégique quinquennal du RFR. Le deuxième axe est centré sur l'autonomisation de la femme. La cérémonie de réception des travaux de rénovation du siège du PDCI RDA a eu lieu jeudi dernier au siège du parti à Cocody. Le président du PDCI a découvert la stèle des martyrs et la place qui porte son nom. Le président Henri Konan Bédié a félicité les élus et cadres du parti pour leurs actions qui visent à redorer l'image du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Compte rendu Gabriel Zani. La découverte de la stèle, pierre réalisée à la mémoire de jeunes assassinés pendant la crise post-électorale dans l'enceinte du siège et sur laquelle sont inscrits leurs noms, l'inauguration de la place Henri Konan Bédié ont été les principales articulations de la cérémonie de réception des nouveaux locaux du PDCI. Ce jeudi 12 mars à Cocody, au siège du parti, les locaux rénovés ont été présentés. La modernisation de notre grand et illustre parti, initiée par le président Henri Konan Bédié, a conduit, à l'instar des grands partis politiques du monde, à la création d'une direction générale en charge des finances et de l'administration. Cette direction générale comprend désormais la direction financière et d'autres directions en charge de l'animation de la vie du parti. Plus d'espace, plus de bureaux et des monuments en hommage au président du PDCI et aux militants tombés lors des événements de la crise post-électorale. La maison du plus vieux parti de Côte d'Ivoire fait peau neuve pour coller à l'image du PDCI nouveau. Henri Konan Bédié s'est réjoui de ces innovations. Je voudrais donc adresser mes vives félicitations au secrétaire exécutif chargé des finances et du patrimoine qui a suivi ces travaux de bout en bout. Mes remerciements et mes félicitations à tous ceux qui ont aidé de quelque manière à la réalisation de cette œuvre. Depuis la tenue en octobre 2013 de son 12e congrès, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est inscrit dans une dynamique de reconstruction profonde. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, mobilise ses militants, sensibilise sur les audiences foraines en expliquant le bien fondé de la mise à jour de la liste électorale. La rencontre s'est déroulée le mercredi dernier en présence des hauts cadres du parti. Reportage Godefroy Okambawa et Sidonie Davila. Révision de la liste électorale et participation aux audiences foraines. Deux points majeurs qui ont meublé la rencontre initiée par l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, à l'endroit des militants du parti. Il s'agit d'expliquer aux responsables de base le processus allant de l'obtention du certificat de nationalité à l'établissement de la carte nationale d'identité. Le tout en passant par les audiences foraines. Des opérations essentielles à l'établissement d'une liste électorale fiable. Il s'agit de dire à toutes les populations, et particulièrement aux militants de l'UDPCI, qu'aujourd'hui, dans les communes, dans les sous-préfectures, il est disposé un registre où tous ceux qui n'ont pas de papier
doivent pouvoir aller s'enregistrer. C'est ce registre-là qui va être utilisé pour pouvoir délivrer les papiers aux militants qui se sont adressés à l'administration. Donc si nos militants ne sont pas suffisamment informés, et sachant qu'ils n'ont pas de papiers, et s'ils ne sont pas sur les registres, cela serait difficile à la deuxième étape de pouvoir leur délivrer des papiers. Pour les responsables de l'UDPCI, chaque militant du parti devra maîtriser ses outils et les étapes du processus électoral, gage d'une bonne réussite des prochaines échéances présidentielles. Un mot de religion maintenant avec cette séance de prière de la Commission nationale du dialogue interreligieux. Il s'est agi d'intercéder pour les consacrés et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Ce grand rassemblement de prière s'est fait en présence du Conseil pontifical, du Collège interreligieux au Vatican et de plusieurs personnalités religieuses et laïques. Phoenix Amani, Pargassoro Kone. Église catholique Saint-Ambroise Angré Cocody, il est 11h ce samedi 14 mars, lorsque le président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux au Vatican prend la parole. Dans son homélie, le cardinal Jean-Louis Torrent a exhorté le peuple ivoirien à l'humilité, la reconnaissance du péché et la pratique de l'amour vrai qui conduiront le pays à une réconciliation sincère. Renouveler la pensée de sa sainteté le pape François, qui propose toujours et continuellement un dialogue de respect et d'amitié. Les personnalités religieuses et les fidèles venus en grand nombre se réjouissent de ce moment de prière et surtout de la présence de son éminence Jean-Louis Torrent en Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux qui concerne la venue de notre cardinal aujourd'hui, on ne pouvait pas rester à reste. Donc la plateforme a été créée pour briser le mur de méfiance entre les femmes musulmanes et chrétiennes pour qu'on puisse aller à une élection apaisée. Il faut se parler, il ne faut pas créer des obstacles parmi les uns et les autres. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions parmi les uns et les autres. Il faut fraterniser, il faut se rapprocher. Il y a des valeurs, il y a le pardon, il y a la justice, il y a la vérité. La présence du cardinal Jean-Louis Torrent, représentant le pape, est la première du genre dans notre pays. Ces séances de prière démarrées à Abidjan se poursuivront à Yamoussoukro et à Korogo dans les jours à venir. 8 acteurs de l'émergence viennent d'être distingués pour le travail abattu dans leur secteur d'activité. Le Comité national de distinction, à travers les grands prix du développement et de la relance économique, entend ainsi encourager des valeurs sûres. Serge Coléa pour les détails. Ils sont 8 acteurs de développement, 8 soldats engagés résolument sur la voie de l'émergence de la Côte d'Ivoire à être honorés par le Comité national de distinction à travers le Grand Prix du développement et de la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de satisfaction, mais en même temps c'est une invitation à poursuivre. Nous avons le projet de la sécurité avec la CCDO, nous avons le projet de formation et d'assistance du ministère du Budget, le projet de cherté de vie qui doit continuer pour pouvoir mettre à jour la base de données de sorte qu'on sache les décisions à prendre afin de diminuer les coûts des denrées. Nous comptons près de 36 500 planteurs. Nous exploitons plus de 160 000 hectares. L'année 2014, nous avons perçu pour l'ensemble des planteurs s'entend près de 45 milliards de francs CFA de revenus. Le prix que je viens de recevoir ne fait que m'exhorter, n'est-ce pas, à continuer le redressement du fonds de prévoyance de la police nationale que j'ai commencé. Donc je m'approprie l'ambition du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que chaque policier ait un toit. Le parrain de la cérémonie, Amara Diawara, conseiller spécial du président, a salué la brillante carrière, le dynamisme de ses managers et chefs d'entreprise privés ou d'État qui font avancer la Côte d'Ivoire, a-t-il dit, vers l'émergence. Le Comité national de distinction annonce avant la présidentielle de 2015 le livre d'or bilan des 5 années de gestion prodigieuse du président de la République Alassane Ouattara avec en ligne de mire ses grandes actions de développement et les serviteurs de l'État qui se sont illustrés.
Comme tous les samedis, c'est la page culture et l'invité ce soir est le poète dramaturge Tobitier Emmanuel. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Il est poète dramaturge. Mais avant, comment réussir sa prise de fonction? Les secrets des meilleurs dirigeants, c'est le titre de l'œuvre du professeur Joseph Nyékré, qui entend ainsi partager son expérience professionnelle avec le personnel administratif des secteurs publics et privés. La dédicace de l'œuvre a eu lieu jeudi dernier à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan au Plateau, connu par Gassoro. 160 pages pour mieux réussir sa prise de fonction dans cette œuvre Les secrets des meilleurs dirigeants de Joseph Nyékré, préfet hors grade. Dans cet essai, il développe des thèmes de l'organisation personnelle, des alliances interethniques, de la peur de l'envoûtement et du droit d'aînesse. L'on doit anticiper sa prise de fonction en tant que manager. On ne doit pas attendre d'être nommé pour commencer à se préparer à assumer des postes de responsabilité. Parce que trop souvent, par mégarde, par méprise, on se retrouve face à des situations auxquelles on n'avait pas été préparé. Parce que, croit-on, l'exercice de notre métier devrait être exactement la même chose que quand on a la possibilité d'exercer des fonctions de responsabilité. Ce n'est pas le cas. Au cours de la dédicace de son œuvre réussie, sa prise de fonction, Les secrets des meilleurs dirigeants, Joseph Nyékré a reçu le soutien de parents, amis et collègues. C'est une œuvre qui est accomplie en tout cas. Il nous montre comment il faut prendre en fonction. Ce document parle de management en général, mais il a l'avantage d'être plus précis. Il est succinct, il est bref, il fait à peine 160 pages. C'est plaisant à lire, c'est digeste et ça a l'avantage de prendre en compte les réalités africaines. Joseph Nyékré, actuellement doctorant en management des organisations à l'Université Laval du Canada, est à son premier ouvrage. Plus connu à travers des œuvres poétiques telles que Colère d'aiguille, Aurore d'Afrique, Sanoudia et Parulu rebelle, le professeur Tobitier Emmanuel devient à la fois poète et dramaturge par la création d'une œuvre théâtrale dénommée Salomé. Salomé se présente comme un théâtre à scandale, un fouet d'éveil des consciences qui invite à une réflexion empreinte de tempérance. Kader Segodogo. Salomé, belle, jeune, gracieuse, séduit le roi grâce à son talent de danseuse. Le roi, qui succombe au charme envoûtant de Salomé, décide d'offrir un présent à sa nouvelle conquête. Salomé ne veut rien d'autre que la tête à couper du loyal serviteur du roi. L'action, interprétée ici par les étudiants de l'université Alassane Ouattara, est la trame de la dernière œuvre littéraire de l'écrivain Toby Emmanuel. Salomé est une œuvre théâtrale, une première pour l'auteur. En 66 pages et dans un style propre à lui, l'écrivain réussit aisément à allier poésie et théâtre. À travers cette œuvre, l'auteur invite à la construction et non à la destruction de la vie. Les lecteurs présents se sentent interpellés. On retient ce qui va guérir l'âme, ce qui va guérir la société, la quiétude. Et la quiétude qui va nous ramener à la réconciliation, tout ce qui sera possible à ce qu'une société soit réunifiée. Il expose les réalités de la vie et surtout les réalités que vive la Côte d'Ivoire en ce moment. L'écrivain Toby Emmanuel a fait de la poésie sa spécialité littéraire. Le théâtre est un genre qu'il veut explorer pour le bonheur de ses lecteurs. Voilà d'autres invités. Le professeur Tobitier Emmanuel n'est pas un inconnu, il est un disciple de feu Bernard Zadi Zaourou. Il est à son 7e recueil. Comment qualifierez-vous ce recueil? C'est de la poésie, c'est du théâtre? Oui, on va dire que c'est les deux genres à la fois. Voilà, et je vous remercie de m'inviter une fois de plus sur votre plateau. C'est toujours un plaisir que de parler art et culture. Alors, Salomé, du fait que Salomé est l'exaltation de l'art pris dans son ensemble, Salomé a été pour nous l'opportunité de rendre hommage à une personnalité artistique de notre pays qui m'a particulièrement impressionné. Il s'agit de Lou Suzanne Nazou. À elle, donc, je lui ai consacré une page préliminaire où il est inscrit ce qui suit. À toi, Lou Suzanne, promotrice ingénieuse du lyrisme de la musique des terroirs. Salut Lou Suzanne pour tout ce que tu as fait. Alors, j'imagine que vous me demandez déjà la trame de l'œuvre, n'est-ce pas? Oui, la trame de l'œuvre. Voilà. C'est une histoire inspirée de la Bible.
On va dire ça un peu comme ça. Un peu. Voilà. Salomé est une histoire inspirée de la tradition hébraïque qui nous expose la scène que voici. Au palais royal, en présence de ses convives, de ses multiples courtisans, une jeune esthète, une danseuse, nommée justement Salomé, séduite par son art. J'ai envie de dire un art cathartique et excessif. Alors le roi, flatté et ému, va lui demander ce qu'elle voudrait qu'il lui offre, fût-ce la moitié de son royaume. Et c'est en ce moment-là, Habiba, que va se produire le scandale. Et Salomé de répondre, je veux la tête d'un tel. Voici un personnage qui préfère à ses intérêts financiers et matériels la mort de quelqu'un. Voici un personnage qui décide de renoncer à son efflorescence sociale pour opter pour la mort d'un individu. Alors, ce scandale majeur-là, qui est le ferment ou la base de notre inspiration ici, empoche tout le texte, presque. Et ce n'est pas en vain que le texte est séquentialisé en 5 parties, appelées scandale. Scandale 1, scandale 2, jusqu'à scandale 5. Oui, c'est en quelque sorte des actes. Ce sont des actes, voilà. Ce sont des appelés scandales. Voilà. Salomé, qui veut dire shalom. Shalom, voilà. Paix sur vous, la paix. C'est juste. Et pourquoi avoir choisi ce nom, justement? Merci, Yabiba. Alors, je pense que le nom Salomé même inspire réflexion et méditation. Voici un nom qui nous met dans une situation de paradoxe. Salomé même, aussi bien phonologiquement que sémantiquement, est un nom innocent en lui-même. Phonologiquement, sous le rapport du son, donc du son. Quand je dis Salomé, Salomé, ça glisse, ça baisse l'esprit. C'est beau, ça apaisant. C'est apaisant. C'est doux. C'est doux, c'est lénifiant même. Alors, sous le rapport aussi de sa sémantique, donc du sens, et Salomé vient de shalom, qui veut dire paix. Alors, si le nom, c'est un nom qui est innocent en lui-même et qui est porté par quelqu'un qui est lui-même innocent d'apparence, certes, mais qui est coupable à en mourir. Salomé, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc je le disais tantôt, vous êtes un disciple du professeur Bernard Zadie-Zaoury. Que vous a-t-il inculqué? La passion de l'art et la magnificence de l'intellectualisme. Bernard Zadie-Zaoury, c'est l'artiste dans son sens parachevé et c'est l'intellectuel modèle. C'est un humaniste. Avec lui, on a appris à comprendre, j'ai appris à comprendre que l'intellectualisme est un humanisme. Voilà. À qui s'adresse cette œuvre, professeur? Oui, vraiment, à tout public, un jeune... Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, justement. Non, bien sûr, la question est à dessein. C'est la portée de tous, je vous assure. Alors, tout à l'heure, vous disiez que Salomé est à la fois du théâtre et la poésie. Effectivement, c'est un mélange générique. Alors, il se passe que la poésie ici intervient à double sens. La poésie est d'abord parce que Salomé veut élever les esprits par la poésie et par le théâtre. Et Salomé veut rendre les contemporains réalistes en nous ramenant les pieds sur terre. Parce que le théâtre a l'apanage de proposer aux hommes de façon vraisemblable et comique leur travail quotidien de façon telle à aboutir à une correction mentale et comportementale. Et Salomé ici est une invitation à la correction de nos mentalités et de nos comportements pour que nous soyons nous-mêmes un profit pour la communauté. Est-ce que vous pensez à faire adapter cette œuvre au théâtre, par exemple, comme les grandes œuvres théâtrales dramatiques qu'on connaît? Oui, ben je pense que moi j'ai écrit le texte, son son ne dépend pas de moi, c'est le public qui va apprécier, c'est le public qui fera de Salomé et ce qu'il voudra. Moi j'aime mon texte et je le vis et je le pense. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi ce genre mixte justement? C'est pas courant? Oui, c'est pas courant, mais là est là en ce qu'il a l'apanage d'innover, de sortir des sentiers battus. Là, quand il n'innove pas, parce qu'ici, et Salomé a comme tendance à nous montrer que la littérature est un genre unique. Et Salomé tente de briser les chapelles génériques de romans, poésie, théâtre, pour nous faire comprendre que la littérature atteint son paroxysme quand elle brise les chapelles génériques et qu'elle-même, elle se constitue de façon monolithique en genre unique, en genre autoritaire. Et Salomé est à la fois de la poésie, du théâtre. Pour contenter le public, il y a une partie du public qui est mieux accoutumée à la poésie,
une autre partie du public qui est mieux accoutumée au théâtre. Et Salomé veut vraiment être proche de son public. Voilà, au-delà de ça, il y a un message, c'est la lutte contre les extrémismes, la lutte contre les idéologies négatives. Bien sûr. Si j'ai bien perçu. Mais c'est juste, et je pense que vous avez lu l'œuvre et ça me réjouit. Alors, Salomé invite à la tempérance religieuse, tempérance politique, tempérance idéologique. Alors, imaginez que j'ai fait de ce personnage de la tradition hébraïque, et Salomé, j'ai fait de ce personnage le profil allégorique de tout individu ou de toute personne qui, trahissant l'éthique, séduit le peuple et conduit la communauté entière dans l'impasse. Alors, il y a cet extrait-là d'ailleurs, de la page 30 de l'œuvre, qui est assez significatif. Et je me permets de le réciter. Oui. Salomé, l'artiste de mon psychisme, ton âme me séduit et ton sourire tribun me délace les os. Salomé, mon sourire, mon rayon de miel lumineux, et tu enchantes et tu enfonces, charmant kamikaze aux sous-vêtements piégés. Elle vous attire, pas par son art, et quand vous vous donnez à elle, elle vous assomme comme elle a piégé le roi en le conduisant à un pétrin. Elle lui a demandé ce qu'il ne voulait pas, mais il était obligé, pour son honneur, de l'exécuter. Alors ça c'est une leçon. La leçon à tirer ici, c'est que là, une fois qu'il a séduit l'âme, il peut le traîner partout, en haut, en bas, à gauche, à droite, soit au paradis, soit à l'enfer. C'est pourquoi quiconque n'a pas l'âme affermie ne doit pas s'adonner à l'art. Il est dangereux l'art. Il faut avoir l'âme affermie pour pouvoir user de l'art pour construire les autres. Parce que quand on n'a pas l'âme affermie, non seulement l'art nous détruit, mais on en use pour détruire les autres. Et Salomé ici a usé de son art pour détruire les autres et il ne faut pas ça. Il faut que son art soit aseptisé, soit purifié, soit sanctifié. Professeur, on vous sent passionné, mais l'heure qui nous est impartie est largement dépassée. Merci, d'être venu sur notre plateau. Je recevais le professeur Tobiti Emmanuel. Il est poète, dramaturge. Il est venu nous présenter sa dernière œuvre intitulée Salomé. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.